Salut tout le monde. Première édition, et là, pas juste première édition du podcast Bulletin sportif, mais première édition du podcast Bulletin sportif édition hockey. Cette année, je vous présente un podcast à chaque semaine. On va parler de hockey collégial, un peu universitaire, goffé, mais cette semaine, ce qu'on fait pour commencer, on met la table sur la saison de hockey collégial qui s'en vient. Et pour faire ça, j'ai amené avec moi deux observateurs très, très avertis, des analystes experts vraiment de notre hockey collégial. Oui, prenez-le, vous êtes des experts. Tristan Mac et Denzel Carigueya. Denzel qui, on le connaît, l'année passée, était avec nous pour analyser tout ça. Denzel qui travaille aussi dans le coin de l'Outaouais, avec le cégep de l'Outaouais pour l'analyse et description des matchs de hockey là-bas. Et Tristan Mac, que plusieurs d'entre vous connaissez peut-être si vous suivez le hockey collégial. Tristan est connu pas mal dans le milieu, il n'y a pas de problème. Associé à André Laurando. D'ailleurs, son chandail nous le montre aujourd'hui. Ceci dit, ça reste des analystes rigoureux et impartiaux quand vient le temps de parler de tout ça. Donc, premièrement, un gros bienvenue et merci d'être là, messieurs. Merci, Philippe, de l'invitation. Je pense qu'on va avoir un gros show à se mettre sous là-dedans. On a beaucoup de stock à analyser, beaucoup d'équipes là, à essayer de voir. Puis évidemment, le hockey collégial, le sport collégial étant ce qu'il est, il y a du mouvement perpétuel dans les organisations, dans les équipes. Fait qu'on va faire le tour tout de suite. On va commencer. Puis mon objectif, c'est de commencer en fait, ce qu'on va pas commencer, mais je veux dire, le faire en utilisant le classement, mais à l'inverse de la saison passée. On va terminer tout ça avec les équipes qui ont terminé en tête. Donc, je commence tout de suite avec les gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Saison difficile l'an passé, seulement 5 victoires. Peu de buts, l'équipe qui a marqué le moins de buts, qui a accordé le plus de buts. Est-ce qu'on s'attend à une progression de ce côté-là? À quoi peut-on s'attendre là, des gaillards? Est-ce que les équipes qui vont les affronter vont avoir le droit, si on veut, à une plus grosse opposition, ou si le voyage là-bas va être un walk in the park? J'aime pas dire ça, mais ça va être ça pour cette année. Tristan, je te laisse commencer. Honnêtement, je pense pas que ça va être tant un walk in the park pour les gaillards, en sens où est-ce que depuis l'arrivée de cette équipe-là dans le collégial, cette formation-là a toujours su quand même donner une certaine adversité à ses adversaires. Mais c'est sûr que là, présentement, avec le départ de plusieurs joueurs importants, notamment Mathis Guévin, le meilleur pointeur de l'équipe qui s'en va dans la SJHL du côté de la Saskatchewan. Tu as les deux gardiens de but, là, Thomas Fontaine et Liam Leblanc, qui ont quitté cette équipe-là. C'est sûr que ça ne sera pas évident. Guévin, c'est un excellent joueur de hockey. C'était un joueur là, qui pouvait déranger l'adversaire. Liam Leblanc et Thomas Fontaine, ce sont deux très bons gardiens de but aussi. Donc, c'est sûr que 3 gros morceaux qui manquent. Un nouvel entraîneur-chef, il ne faut pas l'oublier non plus, avec une certaine tourmente qui s'est passée durant la saison morte. Et c'est Sébastien Gaulin là, qui a pris le relais de Maxime Boisclair, un tout nouveau personnel d'entraîneur. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, honnêtement. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les attentes soient très élevées pour cette équipe-là, malheureusement. Là. C'est la triste réalité pour les gaillards parce que c'est une belle organisation, c'est un bel endroit. C'est bien mené par Sébastien Murray à la tête de tout ça. Mais je pense que ça ne sera pas évident pour les gaillards cette année. Denzel, toi, tu vois quoi pour les gaillards? Je vois la même chose de mon côté. Je pense que l'organisation des gaillards a cependant été en mesure d'attirer des joueurs de la structure des citadelles qui évoluent dans le midget espoir. On a aussi des joueurs qui vont arriver du côté des Forestiers d'Amos qui vont certainement aider à bâtir un noyau de joueurs du côté de l'Abitibi-Témiscamingue parce que c'est souvent là où est-ce qu'on a manqué. On a quelques joueurs qui vont rester dans la région, qui vont tenter d'amener ce programme-là à un autre niveau, puis de voir aussi des gens qui sont impliqués dans l'organisation, dans la région, là, de voir un nouvel entraîneur-chef qui veut relever ce défi-là avec des joueurs de la région. Je pense que c'est une bonne chose du côté de l'Abitibi-Témiscamingue. On a certainement le fait qu'on a de la difficulté à attirer des joueurs de l'extérieur qui va peut-être venir les hanter à certains moments au niveau de la profondeur. Mais on peut bâtir sur un gardien comme Mathis Pilon qui a quand même bien fait avec les Forestiers en fin de saison. Donc, je vois la même chose que Tristan au niveau des résultats. Ça va être un peu plus compliqué, mais on peut bâtir sur
le fait qu'on a vécu avec beaucoup d'adversité l'année passée, puis qu'on voudra certainement ne pas reproduire les mêmes choses cette année. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même 3 des 4 meilleurs pointeurs de l'équipe qui sont de retour avec cette équipe-là. Félix-Antoine Dubé, Frédéric Maltais et Thomas Magny. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose sur quoi bâtir au niveau de cette équipe-là. Mais c'est certain là, que il va y avoir du pain sur la planche là, du côté du personnel des Gaillards, ça c'est clair. Deuxième équipe à analyser et pour laquelle je veux avoir vos impressions, c'est les lauréats de Saint-Hyacinthe. Et les lauréats de Saint-Hyacinthe ont terminé avant-dernier l'an passé, oui, mais en plus, comment ils arrivent cette année et leur gardien, Louis-Félix Charrois, qui s'est gagné une place à Drummondville dans la Ligue junior majeure du Québec. À quel point ça va nuire à Saint-Hyacinthe, puis à quel point, justement, Saint-Hyacinthe a été capable, si on veut, de renflouer son noyau, quoi que ce soit, pour passer au prochain niveau pour cette saison? Mais je pense que du côté des lauréats, il ne faut pas l'oublier non plus. L'entraîneur-chef, c'est un nouvel entraîneur-chef. Oui. Martin Russell qui a remis sa démission il y a à peine une semaine ou environ là, avant l'enregistrement. Gabriel Doyon qui est là, c'est un excellent entraîneur. C'est lui qui est à la tête là, du programme scolaire au niveau du hockey de l'école secondaire Jean de Lamennais. Je pense qu'il y a quand même des éléments intéressants du côté des lauréats. Il est entraîneur associé. Il est entraîneur associé exact. Déjà avec les lauréats. Donc, c'est pas quelqu'un qui arrive complètement nouveau. Il connaît le tabac, si on veut, de cette équipe-là. Exactement. Sauf que lorsqu'on regarde cette équipe-là, il y a le départ du capitaine qui était le meilleur pointeur de cette équipe-là, Gabriel Laflamme. Un excellent joueur de hockey qui a quitté cette organisation, mais ils en ont quand même ajouté des nouveaux. Là. Les deux jumeaux Cuevas-Bellil qui jouaient au niveau masculin Division 2 du côté de Saint-Laurent. Je les ai vus à l'œuvre au niveau Division 2. C'est deux très bons joueurs de hockey, Philippe et Denzel. Je pense que ces deux-là pourront aider la formation des lauréats. Par contre, j'ai hâte de voir comment ils vont s'adapter au niveau Division 1. Il y a quand même un certain écart entre les deux circuits. Donc, ça va être quand même intéressant là, du côté des lauréats avec l'ajout aussi d'Esteban Gauthier et d'Olivier Beaupré. Donc, 4 joueurs qui provenaient du Division 2 des Patriotes de Saint-Laurent. Et ils ont ajouté le défenseur Mika Jean là, des Vulcains du cégep de Victoriaville au niveau de Division 2. Donc, quand on voit des joueurs du Division 2 monter dans le D1, oui, c'est une bonne chose là, pour les programmes qui sont concernés par rapport à ces joueurs qui obtiennent des promotions. Ceci dit, est-ce que c'est un problème au niveau du recrutement à Saint-Hyacinthe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est questionnable du côté du programme des lauréats? Là, c'est là où est-ce que je me pose des questions, Philippe et Denzel, parce que honnêtement, l'Arena LP Gaucher, très bel endroit. Oui. Le cégep de Saint-Hyacinthe, je ne pense pas que ça soit un problème. Ils ont un beau sentiment d'appartenance avec plusieurs de leurs équipes, notamment l'équipe de football. Je me pose des questions un peu là, par rapport à cette équipe-là. Ceci dit, je pense que Gabriel Doyon va quand même mener un bon plan pour cette formation-là. Là. Intéressant, des bons points. On est toujours à la recherche d'identité, là, je crois, du côté de Saint-Hyacinthe. C'est vraiment à ce niveau-là où est-ce qu'on dirait qu'à chaque année, on ne sait pas de la manière dont l'équipe va se présenter. Puis on a des équipes dans la structure des Gaulois de Saint-Hyacinthe. On n'est même pas capable d'attirer des joueurs de ces formations-là. Ils vont aller évoluer sous d'autres cieux. Donc, c'est vraiment dommage. Mais je pense qu'on peut bâtir sur le fait que, oui, on a perdu notre capitaine. Oui, on a perdu un excellent gardien, mais quelques joueurs qui vont être de retour. Ça sera à eux de vraiment amener l'équipe à un autre niveau. Puis avec les ajouts que Tristan a mentionné, je pense que les deux jumeaux Cuevas-Bellil, c'est quand même des joueurs qui vont avoir leur mot à dire dans la saison de Saint-Hyacinthe. C'est sûr que Saint-Hyacinthe voudra pas terminer dans les bas-fonds du classement encore une fois, mais ça va être un peu plus difficile en début de saison, ça c'est sûr. Avec le nouvel entraîneur-chef, c'est sûr que au niveau de la préparation, ça ne va pas être la même qui a été effectuée à travers de la Ligue. Mais ça serait vraiment à Saint-Hyacinthe d'y aller à leur rythme, puis y aller pour un processus. Je pense pas que c'est des résultats immédiats qu'on recherche, mais vraiment à long terme et bâtir sur qu'est-ce qu'on peut faire, puis de devenir meilleur match après match.
Donc, j'en retiens quand même qu'à Saint-Hyacinthe, là, il y a probablement un travail de se rapprocher de la communauté autour en termes des structures de hockey pour vraiment s'assurer d'un fort noyau. Puis c'est la clé dans beaucoup de sports. D'ailleurs, quand les cégeps sont capables de créer des liens avec les structures locales civiles, là, à ce moment-là, on se crée un genre de pipeline puis on arrive à faire les choses. Donc, ça va être à surveiller pour Saint-Hyacinthe. Mais en même temps, Philippe, quand on parle de ça, il y a aussi le choix de programme d'études. Ah, évidemment. Évidemment, ça c'est clé. Ça, il faut le considérer. En sens où est-ce que, à travers le circuit, il y a seulement 3 équipes qui offrent le programme de technique policière. Les Gaillards du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, les Griffons du Cégep de l'Outaouais et les Janois du Collège d'Alma. C'est sûr qu'il y en a certains là, qui veulent peut-être devenir policiers ou du moins avoir une technique à ce niveau-là, qui vont peut-être aller dans ces équipes-là. Peut-être qu'il y a d'autres programmes dans d'autres cégeps qu'il n'y a pas à Saint-Hyacinthe ou à André-Laurando ou à Saint-Laurent, peu importe. Donc, c'est sûr qu'il y a ce côté-là qui joue en ligne de compte au niveau du recrutement des joueurs. Là. Ah, ben ça, c'est certain. Tu fais bien de le mentionner. C'est quand même un élément important qui vient jouer. La technique policière est peut-être une chose en soi, un exemple comme tel, mais effectivement, là, ça peut jouer. Par contre, on le sait, là, il y a des programmes qui sont, si on veut, plus généraux et compagnie, puis on arrive à attirer notre part de monde. Il faut arriver à attirer notre part de monde là-dedans. Comme tu dis, on va perdre des joueurs ici et là, mais est-ce que c'est 4, 5, 6 joueurs par année qu'on n'arrive pas à attirer à cause qu'on n'a pas ces programmes-là? C'est peut-être pas tant que ça, mais effectivement, je pense que c'est un bon exemple. Puis au-delà de l'exemple de technique policière en soi, c'est toujours une réalité. Ça, il faut vivre avec. Bon point aussi. Sainte-Foy, les dynamiques de Sainte-Foy qui ont réussi quand même l'an passé, malgré leur classement. C'était pas une équipe qui jouait toujours comme une équipe de bas de classement. Une fin de saison intéressante, une équipe qui était ultimement capable de marquer des buts, qui avait une certaine force de frappe, qui ont été intéressants à suivre d'ailleurs en fin de saison l'année passée. Les dynamiques, où en sont-ils cette année? Denzel, je te laisse commencer avec eux. Donc, départ du gardien numéro 1, malheureusement, encore eux vont être affectés à cette position-là. C'est Mathis Routier qui prend maintenant la direction de la LHGMQ. Puis, tu l'as bien mentionné, je pense que les dynamiques avaient surpris la grande majorité des autres équipes dans le collégial. Ils étaient arrivés avec vraiment un tout autre visage durant la deuxième moitié de la saison après Noël. Ils avaient même été en mesure d'aller surprendre les Nordiques en séries éliminatoires. Puis, il s'en est fallu de peu là, pour aller jouer le tour. Malheureusement, face aux Cougars de Champlain-Lennoxville, on s'était vraiment bien battu durant ces séries-là. Mais pour en revenir à ce qu'on devrait s'attendre du côté des dynamiques, c'est une équipe qui va perdre plusieurs bons joueurs. Là. On parle de Tristan Dussault qui va quitter, Samuel Morin aussi. Puis Fabrice Bourgeois, un des défenseurs les plus robustes du circuit, qui sait distribuer des coups d'épaule, qui prend le départ. Donc, du côté de Sainte-Foy, on perd des joueurs qui sont clés. Mais on peut quand même bâtir sur un entraîneur-chef qui va être à sa deuxième année dans le circuit. Il a excellent, il a vraiment bien fait là, durant la première année. Donc pour lui, je suis sûr qu'on a bâti en expérience. Ça va être une équipe qui va cependant être en transition. Encore une fois, on va vouloir amener des nouveaux joueurs dans l'effectif pour pallier à ses pertes. Mais du côté de Sainte-Foy, si on est en mesure de bâtir sur notre deuxième moitié de saison, est-ce qu'on a vraiment vu leur identité très rapide en transition, on va vraiment vouloir aller utiliser nos attaquants qui sont rapides. Donc du côté de Sainte-Foy, je pense qu'on a les clés pour connaître une belle saison, puis pourquoi pas viser une position au classement beaucoup plus élevée. Puis moi, je m'attends à ce que ça soit une belle saison aussi du côté de Sainte-Foy. Je pense que le mot-clé là, du côté de la formation des dynamiques sera la progression. Quand je vois la situation des choses, beaucoup de joueurs qui vont arriver à leur deuxième année, qui vont avoir acquis de l'expérience, qui vont avoir su c'est quoi gagner une ronde éliminatoire l'année passée, qui vont savoir c'est quoi affronter une meilleure équipe en séries éliminatoires et, se faire éliminer. Donc, je pense que ça va être intéressant. Puis, d'ailleurs, Denzel, tu faisais allusion aux gardiens de but. Il y a 4 gardiens de but qui ont quitté la Ligue collégiale pour s'en aller dans le circuit de Mario Cicchini. On parle de Philippe Bourdage, on parle de Gauthier là, du côté de Lennox, Édouard Gauthier, Charrois du côté de Saint-Hyacinthe et Routier du côté de Sainte-Foy. Et je regardais les âges de ces gardiens-là. Bourdage et Gauthier, 19 ans. Routier et Charrois, 18 ans. Et je discutais avec un entraîneur-chef ce matin dans le circuit collégial, Vincent Dumont, pour ne pas le nommer, je le salue d'ailleurs.
Et il me mentionnait justement que c'est une preuve que la Ligue collégiale est un beau tremplin pour les gardiens de but. Et de un, parce que dans ce circuit-là, plusieurs des entraîneurs, peut-être la majorité des entraîneurs, rotationnent les gardiens de but. Donc, les gardiens de but n'ont pas nécessairement une étiquette de numéro 1 ou de numéro 2. Ils obtiennent plus de départs, reçoivent plus de lancers, s'améliorent pendant l'année. Et après ça, tout dépend de leur entraînement pendant la saison morte et pendant la saison. Donc, chapeau aux équipes qui font en sorte que les joueurs se développent à un plus haut niveau. Puis, on parle des joueurs qui s'en vont dans la LHJMQ. Ça peut être des joueurs qui s'en vont dans des juniors A dans l'Ouest canadien ou qui s'en vont aux États-Unis ou qui s'en vont en Europe après, peu importe. L'important, c'est de parler de notre ligue, de comment que les joueurs se développent excessivement bien dans ce circuit-là. Excellent. C'est vrai, tu as un bon point. Ils se développent comme joueurs de hockey, et tu l'as dit quand tu parlais du coach qui montre que pour les gardiens, mais pas seulement pour les gardiens, mais effectivement pour les gardiens, au nombre 4 sur 11 joueurs qui ont gradué dans la JMQ qui sont des gardiens, effectivement. Mais non seulement ça, c'est que c'est des étudiants athlètes qui ont été à temps plein à l'école. Fait qu'ils ont pu aussi avancer au niveau de leurs études et pas d'y aller à un coup d'un cours ou deux par session puis de faire retarder les choses. C'est que pendant qu'ils étaient en train de développer dans un plus bas niveau que la LSJMQ, mais ils étaient aussi en train d'avancer leurs études à un rythme plus élevé. Fait que souvent, après ça, quand tu t'en vas junior majeur, ben, il t'en reste un peu moins à faire. Tu peux après ça, peut-être un peu rééquilibrer tout le travail qu'il y a à faire, ce qui n'est pas nécessairement toujours de la tarte parce que le voyagement et compagnie dans le junior majeur, on passe à un autre niveau qu'au collégial. Exactement. Puis, c'est intéressant de voir ça. De voir la progression des joueurs, de la progression des gardiens de but. Et je pense que ce n'est que du positif de voir ça, du circuit. Et il faut parler du circuit collégial. Ça fait 6 saisons maintenant que je travaille avec le programme d'André Laurando. Ça fait 6 saisons que je le dis. Il faut parler de notre ligue. Ben ça, regarde, t'es à la bonne place. Tu prêches à des convertis, ça, il n'y a pas de doute. Puis les gens qui vont écouter ça, je pense qu'on place les choses tranquillement en donnant l'intérêt aux gens, en leur expliquant à quel point les matchs sont excitants à regarder et tout. Mais non seulement ça, effectivement, parler de la qualité des joueurs qui sont dedans. Parler dans votre coin, tout le monde connaît du monde qui leur fils ou leur fille joue au hockey. Peu importe, là, qu'ils aient 7 ans, 12... ça vise la JMQ souvent, ces choses-là, puis ça essaie de, on est-tu 2A, 2B, whatever, puis tout le monde parle de ça. Et il y a tellement de bons jeunes joueurs qui n'arrivent pas à se tailler une place dans des formations de collégial D1. Et c'est souvent rendu à ce moment-là qu'ils se rendent compte le niveau de jeu que représente le collégial. Au lieu de dire, j'ai pas réussi à faire le junior majeur, je vais aller voir les autres ligues. Écoute, le collégial est certainement une option de premier rang parce que le niveau de jeu est là. C'est pas un niveau de jeu où tu vas stagner, là, vraiment pas. Et la meilleure des preuves de ça... Oui, vas-y, Daniel. C'est une ligue qui s'améliore d'année en année. Je pense que le produit aussi qu'on offre là, sur la glace est de plus en plus fort. Les joueurs vont continuer à se développer. Puis c'est la beauté de tout cela, c'est qu'on leur offre un encadrement de qualité sur la glace. En dehors de la glace, c'est parfait. Puis par la suite, c'est aux jeunes aussi de prendre ses responsabilités, comme on l'a dit. Mais vraiment, le produit qui est sur la glace ne cesse de s'améliorer. Puis c'est la beauté de la ligue collégiale parce qu'à chaque soir, tu sais que tu vas aller voir un match de qualité avec des acteurs qui vont vraiment changer la donne. Donc, je pense qu'on assiste à vraiment l'éclosion du hockey collégial, puis c'est beau à voir. Et la meilleure des preuves de ça, trouvez-moi une ligue de hockey ailleurs dans le monde que la finale se joue entre l'équipe 8 et l'équipe 9 du classement général. Je veux pas radoter, là, mais quand les Griffons du Cégep de l'Outaouais ont gagné leur championnat en 2022, c'était à peine leur 2e saison officiellement dans la Ligue. Première sur la glace, parce que, on connaît les circonstances de la saison 2021, mais c'était les équipes 8 et 9, soit La Flèche et Outaouais, qui s'affrontaient en finale. C'est quand même extraordinaire de voir ça. Ça montre la parité, c'est clair. Malheureusement, l'année passée, ça a donné que c'était les équipes 1, 2, 3, 4 qui se sont retrouvées dans le carré d'as. Mais ça n'a pas empêché de voir des belles surprises ou des belles rondes de séries entre ces formations-là.
Mais encore une fois, j'y reviens. Trouvez-moi une autre ligue ailleurs dans le monde où que la finale se dispute entre les équipes 8 et 9 au classement. J'en ai pas trouvé ailleurs. J'avoue ne pas avoir cherché, mais je vais te croire sur parole, Tristan, je te jure. Du moins, je le dis sur parole, là, parce que je n'ai pas cherché toutes les ligues qui existent dans le monde. Là. Je te le souhaite, j'espère que tu as autre chose. Oui, c'est ça. Je vais juste finir avec Sainte-Foy. Par contre, il y a un gars dont je veux vous entendre parler, c'est le défenseur Mathieu Boucher. C'en était sa première saison l'an passé. On parlait tantôt là, de joueurs qui s'en viennent à leur deuxième. J'ai beaucoup aimé son travail en série, notamment l'an passé. À quel point ce gars-là, justement, peut devenir un pivot clé là, pour les succès de Sainte-Foy cette année? Vas-y, Denzel. Je pense que c'est un défenseur qui a vraiment bien progressé. Il évoluait derrière des joueurs qui avaient peut-être un peu plus de minutes au début de la saison, mais comme tu l'as mentionné, il a connu des séries éliminatoires vraiment de qualité. Ça doit certainement être une des raisons pourquoi Sainte-Foy a connu autant de succès au fil de la saison, parce que c'est un joueur qui a progressé de la minute 1 au début de la saison jusqu'à la dernière en séries éliminatoires. Donc pour lui, c'est sûr qu'il s'il est amené à avoir un plus grand rôle cette saison, mais ça va dicter la façon dont les dynamiques vont se présenter soir après soir parce qu'il va voir énormément de glace. Puis, ça sera à lui maintenant de prendre ses responsabilités dans ce groupe-là parce qu'il va en avoir beaucoup plus, je suis pratiquement sûr. Je m'attends à ça aussi. Je m'attends à ce que ce soit un élément important de cette équipe-là. Moi aussi, j'avais beaucoup aimé son jeu, particulièrement en zone défensive. Il place bien son bâton pour séparer son écart avec les attaquants. Et je pense vraiment là, que Philippe Tremblay, l'entraîneur-chef, va miser sur lui. Et je pense que ça va être intéressant du côté de Sainte-Foy aussi, là, parce que, veut pas, Québec a un très beau bassin de joueurs de hockey. Et il ne faut pas l'oublier, Philippe Tremblay, je ne sais pas s'il travaille encore là-bas, mais il faisait partie du personnel là, de l'école secondaire de Cardinal-Roy du côté de Québec au niveau scolaire. C'est un très beau programme et c'est une belle rivalité avec les Lions du Cégep Champlain-Saint-Laurent, vraiment. Là, et j'ai hâte de suivre cette rivalité-là cette année dans la région de Québec. On va y venir bientôt, mais avant de parler des Lions du Cégep Saint-Laurent, Griffon du Cégep de l'Outaouais, là, on tombe dans la table de Denzel. Denzel, ben écoute, je vais commencer avec toi parce que qui de mieux pour nous mettre la table sur l'équipe que tu vas suivre toute l'année. On s'attend à quoi des Griffons cette année? Est-ce qu'on a un noyau qui revient? Est-ce que, justement, on avait beaucoup de jeunes là, l'année passée? À quel point ça a changé ou à quel point on a renforcé ce noyau-là? Donc, du côté de l'Outaouais, je pense que le mot clé, c'est un nouveau cycle. On a un nouveau cycle, on a plusieurs départs. Il n'y a aucun joueur de l'édition gagnante en 2022 qui sera de retour. Donc, on parle d'un effectif qui s'est rajeuni, mais on a tout de même réussi à attirer des joueurs de qualité en provenance de la structure de l'Intrépide de Gatineau. Je pense notamment au capitaine Justin Julien qui a passé tout près de faire l'équipe du côté des Olympiques de Gatineau. On amène des joueurs de l'extérieur comme Timothée Girard qui est champion du Challenge CCM dans le circuit M18-3A. On amène des joueurs de qualité comme Noah Cousineau, des Forestiers d'Amos, un des défenseurs qui va être à suivre parce qu'il va venir vraiment remplacer des défenseurs qui ont eu vraiment un impact du côté des Griffons dans les 2-3 dernières années, comme Jacob Renovio qui quitte et Samuel Kimmerly. Donc, on va avoir un effectif qui est rajeuni, mais je pense qu'on a énormément de qualité. Ce serait vraiment l'entraîneur-chef Maxime Villeneuve-Ménard de vraiment tout mettre en place pour avoir des résultats dans l'immédiat, mais je pense qu'on va viser sur le développement de chacun des joueurs. On va pouvoir bâtir sur un noyau de 6 joueurs qui est de retour, un nouveau capitaine, Mathis Paris, qui avait été un des joueurs les plus intelligents sur la glace, très très bon dans les deux sens de la patinoire, mais je pense qu'on va continuer à jouer dans notre identité du côté des Griffons, une équipe qui va être difficile à affronter soir après soir, qui va appliquer énormément de mise en échec, qui va avoir des unités spéciales qui vont pouvoir faire mal à chaque équipe. Mais l'élément clé, je pense, qui va changer la donne du côté de l'Outaouais, c'est vraiment le nouveau gardien qu'on est en mesure d'aller chercher, Olivier Birideau, en provenance des Sea Dogs de Saint-Jean. Ça a été un choix tout de même de deuxième ronde dans le circuit Courteau en 2021. Donc, de le voir revenir en Outaouais, je pense qu'on va pouvoir voir ça sur quelque chose de solide entre les deux poteaux. Ça, c'est sûr. Puis, je pense que cette équipe-là va connaître quand même une bonne saison pour une jeune formation.
surtout mené là, par Maxime Villeneuve-Ménard, qui est entraîneur-chef de cette formation-là depuis les tout débuts de la formation. Et ce que j'ai hâte de voir, et Denzel, je pense que tu vas me seconder sur ce point-là, c'est comment le nouveau cycle va se débrouiller. Comment cette équipe-là va miser sur le processus de continuité de la culture gagnante qui a été bâtie dès les débuts de cette équipe-là. Les fondations sont bonnes. Il y a un bon bassin de recrutement du côté de la région de l'Outaouais, un bon personnel. Je pense que vraiment, là, ça va être très intéressant de suivre les Griffons à ce niveau-là parce que, honnêtement, je ne m'attendais pas à les voir en finale en 2022. Je dis ça en toute franchise et sans rien enlever à personne, là. Je ne les voyais pas là, mais quand je les ai vus progresser pendant l'année, je me suis dit, OK, ils ont bâti quelque chose pour l'avenir de cette formation-là. Puis c'est ça que j'ai hâte de voir, comment les nouveaux joueurs vont s'intégrer dans le programme, comment les nouveaux joueurs vont aider cette équipe-là. Et je pense que ça va être très intéressant. Intéressant, intéressant. Les Griffons, l'an passé, à noter, ont terminé deuxième au niveau de l'avantage numérique. Ouais. Et ça a été important. Maintenant, il va falloir recréer, s'assurer de recréer ça, garder la recette à quelque part, même si les ingrédients peuvent avoir changé. Puis on parlait de Jacob Renaud-Vio qui est maintenant avec Gatineau, à moins que je me trompe. Donc, ça va être intéressant justement de voir si on va être capable avec les nouveaux ingrédients en place d'être aussi efficace de ce côté-là. On parlait tantôt des grands rivaux du Cégep de Sainte-Foy, les Lions de Champlain-Saint-Laurent. Champlain-Saint-Laurent, qui est une organisation qui est là depuis les débuts de la Ligue, qui a probablement été la première grande puissance de cette Ligue-là au départ, menée notamment par un entraîneur émérite en Guy Chouinard. Mais là, Guy Chouinard a quitté. On a un nouvel entraîneur là-bas. Les Lions, l'an passé, ont terminé 9e. On s'attend à quoi de cette équipe-là qui va assurément avoir un nouveau souffle, là, puis c'est pas dans le sens où il y en avait nécessairement besoin. Guy Chouinard est parti, c'est un nouveau visage, c'est une nouvelle parole qui est prise maintenant dans le vestiaire. Donc là, c'est de voir pas qui, mais comment les choses vont se passer de ce côté-là. Tristan, je te laisse commencer. Moi, je pense que ça va être intéressant du côté des Lions. D'abord, Pierre-Cédric Labrie, nouvel entraîneur-chef. Un joueur expérimenté au niveau de la Ligue nationale, Ligue américaine, en Europe. Je pense que ça va être un morceau intéressant derrière la bande de cette équipe-là. Et j'ai hâte de voir aussi comment on va se débrouiller du côté des Lions sans Émeric Bussière et Olivier Théberge qui se retrouvent maintenant dans la LHJMQ. C'était deux joueurs très importants du côté des Lions. On les voyait très souvent sur la patinoire sous les ordres de Guy Chouinard. Mais j'ai un nom à mentionner du côté des Lions qui sera à surveiller. Malheureusement, il avait subi une blessure en tout début de saison l'année passée. C'était un des meilleurs joueurs au niveau M18 Division 1 lors de son année 2021-22, donc son année de secondaire 5. Et c'est Maverick Dalil. Ce joueur-là, 48 points en 28 matchs en 21-22 dans le circuit M18D1, avait subi une blessure sérieuse en début de saison l'année passée. Et c'était d'ailleurs contre le Boomerang d'André Larando que ça s'était produit. Et dans cette partie-là, avant sa blessure, il avait marqué 4 buts. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à bâtir autour de ces joueurs-là. Ils ont quand même perdu des joueurs importants, des joueurs intéressants comme Mathieu Pigeon notamment, mais quand même, là, ils ont des joueurs de retour. William Quentin-Bolduc, Justin Mongeon, Xavier Fauchon, Christophe Sanson, dis-je. Donc, je pense que ça va être quand même intéressant à voir. Et un autre nom à surveiller du côté des Lions, mais cette fois-ci, c'est un joueur de première année du côté de la formation de Champlain-Saint-Laurent. Il provient de la polyvalente Marcel Landry du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et c'est Mathias Loisel. C'était un des meilleurs joueurs du côté de PML l'année passée. Il a, malheureusement, perdu la finale régionale contre Charlemagne l'année passée. Mais c'est tout un joueur de hockey autour duquel Pierre-Cédric Labrie pourra bâtir son équipe dans les prochaines années.
Champlain-Saint-Lawrence va vouloir vraiment, je pense, aller à un autre niveau. Je pense qu'on a des joueurs qui sont de retour. Tu as mentionné Fauchon, Mongeon, Christophe Sanson, Quentin Bolduc. C'est tous des joueurs qui vont être des vétérans dans ce vestiaire-là, avec un nouvel entraîneur-chef, des joueurs qui voudront faire la différence. Je pense qu'on va avoir la recette du côté de Champlain-Saint-Lawrence pour pourquoi pas viser un top 4 même. Je pense que c'est une des équipes qui aura le plus d'expérience dans leur vestiaire. Puis maintenant, ça sera à eux de vraiment passer à un autre niveau. Je pense que ça a été un peu plus difficile à certains moments. En séries éliminatoires, on a été déçus de ne pas pouvoir aller plus loin. Mais je pense qu'on peut partir sur quelque chose d'intéressant du côté des Lions. On a un gardien qui est de retour, M. Boucher, qui va vraiment, selon moi, être un des gardiens à surveiller. Il avait été excellent avec les Chevaliers de Lévis lorsqu'il avait joué dans le M18-3A. Maintenant, dans le collégial, ça va être un peu plus compliqué, mais ça va être un des éléments clés à surveiller certainement du côté de Champlain-Saint-Lawrence. Et Champlain-Saint-Lawrence a toujours été une équipe difficile à affronter, peu importe la situation de l'équipe. C'est une équipe qui mise surtout sur de la vitesse. C'est une équipe, à chaque année, les joueurs ont un excellent coup de patin, sont en mesure d'effectuer des transitions rapides, efficaces. Je pense que ça va être intéressant à suivre. J'ai hâte de voir comment la profondeur de cette équipe-là va se mettre de l'avant. Et je pense vraiment là, que ça va être intéressant avec Pierre-Cédric Labrie. Honnêtement, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai hâte de le voir en arrière du banc du côté des Lions. Ah, tu l'as dit, on parle d'un entraîneur de carrière. Ben de carrière, il a quand même eu une excellente carrière de joueur de hockey professionnel avant, mais un entraîneur qui a connu une carrière vraiment extraordinaire en Guy Chouinard. On passe de lui à quelqu'un qui a énormément d'expérience de hockey, tu l'as dit tantôt, un gars qui en a vu d'autres, qui est allé dans la Ligue nationale avec Tampa Bay notamment. Et c'est un gars qui a une intensité. C'est à voir si cette intensité-là, effectivement, va se transposer dans sa façon de coacher. Veut pas, la personnalité d'un entraîneur finit tant par transparaître dans son équipe. Fait que ça va être de voir combien de temps ça va le prendre avant d'instaurer tout ça, cette philosophie-là. Donc, une équipe à suivre, Saint-Laurent, excusez-moi. Pas que Saint-Laurent ne sera pas à suivre, on en parle plus tard. Et là, si on était dans la cour de Denzel avec les Griffons de l'Outaouais, ben là, je m'en vais dans la cour de Tristan. Le Boomerang, André Laurando, une équipe, on parlait d'intensité, André Laurando, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, est-ce qu'André Laurando, c'est encore ça? Est-ce que les choses changent? Est-ce qu'André Laurando est rendu à l'étape où on peut les voir monter au sommet du classement? À quoi s'attendre? Je pense que oui. D'abord, l'année passée, quand on regarde la moyenne d'âge des joueurs en début de saison 22-23, c'était l'équipe la plus jeune en moyenne d'âge ou environ dans la Ligue. Sauf qu'il y avait beaucoup de très bons joueurs de hockey qui sont arrivés dans la formation l'année passée, qui sont de retour. C'est pas moins là, de 13 ou 14 vétérans qui sont de retour cette année. C'est quand même là, très grand nombre. Par contre, 2 nouveaux gardiens de but qui arrivent dans l'équipe. Mathieu Tessier, qui jouait là, du côté du Collège Charlemagne l'année passée au niveau M18 Division 1. Un excellent gardien de but, combatif, qui a vraiment une très bonne éthique de travail. Et il y a également Olivier Bacon, que lui, il s'est mérité une place à André Laurando. Faut le spécifier. Il était à Saint-Laurent au début du camp d'entraînement et par la suite, là, il a été transféré à André Laurando dans le but de se battre pour un poste au niveau Division 1 et il a mérité ce poste-là. Faut pas l'oublier, il a connu une très bonne saison avec le Noir et Or de l'école secondaire de Mortagne l'année passée. Et lorsqu'il a été mis à l'épreuve en match hors concours et autres, il a très bien fait. Alors, j'ai très hâte de voir la dynamique de 2 nouveaux gardiens de but. Mais il y a aussi des très bons joueurs qui reviennent. Il ne faut pas l'oublier. Paul Slivka, probablement le défenseur avec la plus grande mobilité dans cette ligue-là. Adam Gauthier, très robuste, très difficile à affronter. Je pense que vraiment, ça va être 2 gros morceaux en défensive sur qui là, Alexandre Ardenneau pourra compter. Et en avant, plusieurs joueurs intéressants qui reviennent. Je pense notamment à Lou Olivier Charland. Je pense notamment aussi là,
à Daniel Milocerny, qui avait fait le camp d'entraînement du côté des Voltigeurs de Drummondville. Daniel Milocerny, c'est un joueur vraiment là, qui a tous les outils dans son coffre. Il a de la grosseur, il a de la grandeur, il a le coup de patin, il a les habiletés, il a le tir, il a tous les éléments pour faire en sorte qu'il soit un des joueurs vraiment les plus dangereux dans cette ligue-là. Mais je pense qu'il va être intéressant aussi du côté d'André Laurando, c'est vraiment le mélange de vétérans et de jeunes joueurs. Il y a beaucoup de jeunes joueurs et des très bons jeunes là, qui viennent d'arriver. Zachary Baumhauer du côté de CCL, Anthony Bellan et Zachary Paulus qui étaient dans des camps de la LSJMQ et qui ont été dans les derniers réassignés de leur équipe de la LSJMQ. Là, Paulus qui était du côté de Bécamo et Bellan du côté de Rimouski. Il y a Ibrahim Sidibé et Samuel Dion qui jouaient dans le M18 3A l'année passée. Donc, je pense que vraiment, ça va être très intéressant. Et Thomas Quinton aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs joueurs qui arrivent d'une autre formation et qui ont gagné dans le passé. Ça, on n'en parle jamais assez. Des joueurs qui ont gagné dans le passé. Zachary Paulus et Thomas Quinton ont joué l'année passée du côté des Gaulois de Saint-Hyacinthe dans le M18 3A. Ils étaient à un but de remporter la triple couronne au niveau M18 3A, au niveau canadien, c'est-à-dire la Coupe Jimmy Ferrari, le Challenge, et ils ont perdu en finale contre le SSF. C'est quand même très intéressant. Baumhauer et Tessier ont gagné au niveau M18 Division 1 avec le Collège Charlemagne. Donc, je pense que ça va être un très beau mélange des vétérans qui voudront se prouver et qui voudront vraiment là, montrer que le cégep André Laurando peut reprendre ses lettres de noblesse du passé. Pas que l'équipe en a perdu, là, mais c'est juste que, bon, il y a eu certains moments plus difficiles, mais là, l'équipe est dans une étape où est-ce qu'elle veut remonter au classement et qu'elle veut vraiment là, déranger l'adversaire lors de la prochaine année. Et du côté du Boomerang, là, quand on regarde l'image au complet, je pense que c'est une équipe, encore une fois, qui va être difficile à battre, puis encore plus qu'on l'a connu l'année passée. Tu l'as mentionné, 12 joueurs qui sont de retour. Tristan, je pense que c'est une équipe qui a été capable de faire des beaux ajouts, là, qui cadre aussi avec la philosophie de l'entraîneur-chef Alexandre Dandonneau, Sidibé et Paulus. C'est deux joueurs qui étaient très, très difficiles à affronter dans le M18-3A. Maintenant, des voir au niveau collégial avec André Laurando, je pense que leur style de jeu cadre vraiment avec ce qu'André Laurando fait sur la glace. Donc, je ne serais pas étonné de voir André Laurando finir dans le top 4 cette saison. Le Boomerang qui va vraiment rendre la tâche difficile aux autres équipes. Puis, je ne serais pas étonné qu'on ait une des meilleures fiches à domicile du côté d'André Laurando. On sait comment c'est difficile d'aller les battre à Montréal. Puis, avoir une équipe avec autant de joueurs qui sont de retour. Le point d'interrogation, ça va peut-être être au niveau des gardiens, mais c'est deux gardiens qui sont de qualité. Oui, ils sont jeunes, mais ils vont vouloir progresser avec l'équipe. Puis ça sera à André Laurando aussi de prouver qu'ils sont rendus à cette étape-là de leur cycle. Et l'entraîneur-chef Alexandre Dandonneau, il a de l'expérience. Il est là depuis 2010-2011. Il est là depuis les tout débuts de la Ligue, de l'équipe. Et il m'en parlait l'autre fois. Oui, l'équipe a un jeune duo de gardiens de but. Mais lors des 3 championnats que l'équipe a gagnés, et je ne veux pas être prophète de malheur, en 2013, c'était deux gardiens de but de 17 ans. 2017, c'était 2 gardiens de but de 17 ans. Et 2018, c'était 2 gardiens de but de 17 ans. Et ça ne veut pas dire que tu as un jeune duo de gardiens de but que ton équipe ne gagnera pas. Ça ne veut pas dire que tu as plusieurs joueurs de 17 ans que tu ne gagneras pas. Si un joueur est capable de bloquer, est capable de bien jouer défensivement, est capable de bien faire offensivement, pourquoi on parlerait de son âge versus un vétéran qui pourrait être inférieur au niveau de la qualité de jeu, dirais-je, d'un joueur de 17 ans qui vient d'arriver. Oui, c'est clair. Tu fais ce parallèle-là. Oui, absolument. Puis, tu sais, vous placez les attentes élevées pour André Laurando, puis probablement, effectivement, que s'il y a un coach qui est capable de prendre ces attentes-là puis les transmettre à ses joueurs de la bonne façon, c'est une chose. L'expérience dont tu parles, Tristan, justement, qui peut être manquante au niveau des gardiens de but, ça se remplace par de la confiance. Et si on met les gardiens en confiance, ils ont toute une saison pour la bâtir, cette confiance-là. Donc, effectivement, là, c'est
c'est pas gage de difficulté que d'avoir des jeunes joueurs, pas du tout. Là, si on est capable de les mettre en confiance, puis ces jeunes-là sentent qu'ils ont un rôle important à jouer, et ça, peu importe la position, franchement, c'est sûr que c'est pas le critère numéro 1. Là. Et il ne faut pas l'oublier non plus, du côté du cégep André Laurando l'année passée, en séries éliminatoires, ça s'est terminé beaucoup trop tôt. Et bon, certaines circonstances qui ont fait en sorte que l'équipe n'a pas aimé la manière de comment elle a été éliminée. Mais ceci étant dit, ça n'empêche pas que ça devient de l'apprentissage pour les joueurs. Les joueurs apprennent de la défaite, les joueurs apprennent d'une victoire, les joueurs apprennent de circonstances X ou Y. Et je pense que les joueurs vont vouloir mettre du passé ces deux défaites-là contre Champlain-Saint-Laurent en séries éliminatoires voudront arriver avec le couteau entre les dents. Et comme tu l'as dit, Denzel, jouer à domicile au centre récréatif Gadebois, c'est très difficile, et particulièrement sur la glace Georges Manta. C'est une patinoire là, où est-ce que, bon, elle est un petit peu plus petite, les gradins sont plus compressés, et lorsqu'il y a beaucoup d'agents, ça peut déranger l'adversaire aussi. Donc, je pense que j'ai bien hâte de suivre cette saison-là, évidemment, mais également de suivre les autres équipes à travers le circuit OG. Veux-tu justement, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, qui ne savent pas justement le contexte dont tu parles des défaites face à Champlain-Saint-Laurent, mettons, donner un peu plus de viande autour de cet os-là, là, justement, pour les non-initiés à la chose? Disons que le premier match, c'était conclu dans des circonstances, il y avait eu un tir de pénalité appelé à un moment donné en troisième période. Tir de pénalité controversé, disons-le comme ça. Et avec les nouveaux règlements de Hockey Canada au niveau des tirs de pénalité, n'importe quel entraîneur-chef peut choisir n'importe quel joueur à signer pour un tir de pénalité. Ils avaient envoyé Zachary Charret, qui avait tourné la marque 5-3, et ce fut une défaite au compte de 5-3. Qui dit que pas de tir de pénalité, le sort n'aurait pas été en faveur d'André Laurando. Bref, il y a un petit peu de ça. Et dans le deuxième match, eh bien, c'était un match très robuste, beaucoup de vitesse, c'était très, très, très serré. Et malheureusement, le Boomerang n'avait pas été en mesure là, de créer l'égalité dans la série. Mais, tu sais, c'est du passé. Et les joueurs vont apprendre des erreurs qui ont été commises dans cette année-là. Et c'est ça la beauté de la chose pour n'importe quelle équipe, à n'importe quel niveau. Les joueurs apprennent dans la défaite et apprennent dans la victoire, Philippe. Et c'est ça que j'ai hâte de voir. Comment cet apprentissage-là va être transmis sur la glace, peu importe l'équipe. Excellent. Je pense qu'on a fait un solide tour. Puis ça met la table parce que je trouve ça intéressant, justement, du fait qu'André Laurando va être une équipe absolument à suivre parce que les attentes vont être élevées et avec raison. De là, on passe aux rebelles du cégep de Sorel-Tracy, une équipe qui a été menée par deux excellents attaquants dans les dernières années, Hugo Vézina-Fusé, Léo Saint-Michel. Où en sont les rebelles cette saison en 23-24? Quel visage aura-t-on de cette équipe de Sorel? Très peu de recrues du côté de Sorel. Ils n'ont que 5 joueurs recrues cette année. C'est pas beaucoup. C'est beaucoup de vétérans dans la formation. Hugo Vézina-Fusé, Léo Saint-Michel et Ilya Arsenault-Roland qui sont de retour du côté de la brigade offensive de la formation d'Éric Messier. Et les deux gardiens de but, Félix Bernier, William Thibodeau qui sont de retour. Il ne faut pas l'oublier non plus. Félix Bernier, l'année passée, ça avait été un peu plus difficile, mais en sa première année, c'était le gardien de but avec le plus de victoires dans le circuit collégial. Donc, je pense que ça va être un gardien de but pour qui les attentes vont être élevées. Il voudra se prouver cette année pour sa dernière saison. Et ils ont été chercher aussi là, 3 joueurs des Gaulois de Saint-Hyacinthe. Émile Dubois, Mathieu Gosselin et Jules Lampron qui ont accompli les mêmes exploits que Thomas Quinton et Zachary Paulus du côté d'André Laurando, Coupe Jimmy Ferrari Challenge et médaille d'argent au championnat canadien du M18-3A. Donc, je pense que ça va être très intéressant du côté de Sorel. C'est une équipe qui va être en maturité cette année. Des joueurs de deuxième année qui vont continuer à progresser. Je pense notamment à Chad Prebzil et Donovan Côté, qui sont 2 très bons joueurs de hockey. Et il ne faut pas l'oublier.
Éric Messier, il a de l'expérience. Il est là depuis le jour 1 de la Ligue collégiale et ses équipes sont toujours difficiles à affronter. Parlez-en au Boomerang lors de différentes séries éliminatoires. C'est très difficile d'affronter les rebelles du cégep de Sorel-Tracy. C'est une équipe qui mise sur le jeu physique, qui mise sur le jeu où est-ce qu'il y a toujours un joueur qui veut être dans le visage de l'adversaire en possession de rondelles. Et je pense que vraiment, ça va être une équipe qui va se battre vraiment là, pour le haut du classement. Je pense qu'au niveau du top 4-5, là, je m'attends à ce que ça soit une bataille entre le Boomerang, les Rebelles, les Nordiques, les Patriotes de Saint-Laurent et les Lions du cégep Champlain-Saint-Laurent. Ordre ou désordre, peu importe ça va être qui, je pense que ça va être ces 5 équipes-là qui vont... Thetford aussi qui vont se battre, évidemment, pour une place dans le haut du classement. Là, on n'en a pas encore parlé, mais je pense que ça va être entre ces équipes-là là, que ça va se battre pour le haut du classement. Là. Tristan a bien résumé la situation là, du côté de Sorel, mais je pense que le point que j'aimerais aborder de mon côté, c'est le fait qu'on va se souvenir de la façon dont cette saison-là s'est terminée l'année passée face aux Griffons. Oui. C'était une équipe qui, encore une fois, arrivait dans un cycle où est-ce qu'on recherchait des résultats, puis de se faire surprendre de cette manière-là, de vraiment voir les Griffons venir à Sorel gagner cette partie-là. Je crois que c'est 6-1. Félix Bernier avait vraiment eu de la difficulté dans cette série-là, puis de voir tous ces vétérans de retour, je suis sûr que ça va les motiver à aller chercher encore plus de résultats cette année parce que ça va certainement être leur dernière année cette année, de voir des gars comme Hugo Vézina-Fusé, Léo Saint-Michel, c'est probablement le duo le plus dynamique de la Ligue, de voir un Chad Prebzold qui revient cette année, de voir trois recrues des Gaulois qui viennent aussi supporter cet effectif-là. Je pense que du côté de Sorel, on peut bâtir sur quelque chose de solide. Puis c'est une équipe qui va vouloir chercher le top 4. Ça, c'est sûr, parce que l'année passée, on avait l'avantage à la glace. On a perdu en séries éliminatoires, mais au Colisée Cardin, on avait eu des excellents résultats. On avait une excellente fin de saison. Puis de voir Félix Bernier de retour, ça me surprend. J'étais sûr qu'il allait quitter. Mais cette saison, il va devoir reprendre les choses en main parce que ça va être l'élément qui va, selon moi, dicter la balance. Parce qu'on va marquer énormément de buts du côté de Sorel. Mais devant le filet, il va falloir qu'il fasse ce travail parce que ça avait vraiment été où est-ce que le bas avait blessé là, du côté de Sorel. Et du côté de Sorel, il ne faut pas l'oublier non plus. Il y a Arsenault Roland. Je trouve qu'on ne parle pas assez de ce joueur-là. Il est dans l'ombre des Saint-Michel et Vézina-Fusé. Mais ce joueur-là est dangereux sur la glace. Il est en mesure de créer des jeux qui peuvent changer l'allure d'une partie. Et on ne parle pas assez de ce joueur-là. André Laurando a beau être un rival des Rebelles du cégep de Sorel-Tracy depuis les tout débuts de cette ligue-là, mais il y a Arsenault Roland, c'est un des joueurs vraiment que j'apprécie le plus dans le circuit en général. Et du côté de Sorel, il ne faut pas l'oublier, c'est une équipe qui mise beaucoup sur son avantage numérique. Et je regardais les statistiques de l'année passée, là. Les Rebelles ont fini avec 27,82% d'avantage numérique pour le 3e rang. Et je me rappelle, il y a quelques années, ils avaient fini la saison à 33% en avantage numérique. C'est énorme. C'est énorme. Donc, vraiment, c'est une équipe qui est difficile à affronter, oui, de par son jeu physique, mais aussi par la qualité de son jeu en avantage numérique. Et c'est là que je pense que ça peut faire la différence pour les Rebelles cette année. Et surtout avec les retours qu'on a mentionnés cette année pour la formation d'Éric Messier, là, je pense que c'est une équipe qui est à maturité, qui est aguerrie. Maintenant, il reste à voir comment ils vont réagir et qu'ils vont revenir cette année avec le couteau entre les dents. Ça, c'est certain. J'ai bien hâte au 16 septembre, le match d'ouverture entre le Boomerang et les Rebelles à Montréal. Là, je pense que ça va être très intéressant, ce duel-là. Ça va être effectivement extrêmement intéressant. Rebelle, victoire ou défaite, je pense que ça va être une équipe qui va être à suivre cette année parce qu'il y aura beaucoup de buts. Donc, si vous avez un match à surveiller, vous n'avez pas une équipe en particulier que vous suivez ou vous encouragez. Si vous n'êtes pas sûr, prenez un match des Rebelles, vous allez avoir du but, en tout cas, ça c'est certain. Il ne faut pas l'oublier, Philippe, aussi, le Colisée Cardin, là, c'est un amphithéâtre extraordinaire pour le collégial. C'est vraiment une belle aréna. C'est un bel endroit pour n'importe quelle équipe visiteur qui va jouer là, mais c'est tellement difficile d'aller jouer au Colisée Cardin
parce que les Rebelles veulent gagner à chaque match. Je ne dis pas que c'est plus facile de jouer ailleurs dans le circuit, là, mais du côté du Colisée Cardin, là, on dirait qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que pour les Rebelles, là, c'est comme, désolé de l'expression en anglais, mais c'est la powerhouse, là, comme on dit, là, quand les Rebelles jouent au Colisée Cardin. Là. Prochaine équipe, les Nordiques de Lionel Groulx. On parlait d'équipe offensive. L'an passé, les Nordiques en ont donné pour leur argent à tout le monde. Oh oui. Est-ce qu'on a des Nordiques nouveaux genres cette année? Est-ce qu'on a des Nordiques aussi flamboyants cette année? Denzel, je te laisse la parole pour nous parler de Lionel Groulx. On va pouvoir compter encore une fois sur une attaque explosive. On a le retour de Gabriel Théoret qui va faire beaucoup de bien à son équipe, tout comme Jérémy Thériault, ça a été probablement le marqueur de but les plus dangereux. Il avait vraiment connu une deuxième moitié de saison étincelante. C'est une équipe qui avait marqué beaucoup de buts, mais on pouvait aussi se fier sur un gardien de but qui faisait le travail en Séguin Lescarbot, mais malheureusement, celui-ci va quitter pour rejoindre les Brooks de Bandits dans la AJHL. C'est l'équipe où est-ce que Carl McCarr évoluait auparavant. Donc, devant le filet, on va avoir des nouveaux gardiens de but, mais on peut toutefois s'appuyer sur un gardien de but en provenance des Vikings de Saint-Eustache en Nathan Cadieux qui a été réassigné des Remparts, fait son retour dans la région de la Rive-Nord maintenant, en évoluant dans l'uniforme du Collège Lionel Groulx. Donc, c'est un gardien qui va être de qualité. On va aussi pouvoir s'appuyer sur le gardien vétéran Justin Laplante, qui avait peut-être pas connu la meilleure saison l'année passée, mais qui va avoir un rôle clé à jouer. Mais la bonne nouvelle aussi du côté des Nordiques, c'est qu'on va avoir beaucoup de profondeur, même si on a perdu quelques joueurs au niveau de l'offensive. Je pense notamment à Mathis Fortin, qui va rejoindre les Griffons du Cégep de l'Outaouais. On va avoir des joueurs qui vont être en mesure de faire le travail. Et encore une fois, on va s'appuyer sur une équipe très, très offensive. Ça va être une équipe qui va vouloir, encore une fois, se rendre très loin. On va être dans les équipes de haut de classement. On a été surpris par les dynamiques la saison passée en séries éliminatoires, mais c'est une équipe qui, encore une fois, arrive à maturité avec plusieurs joueurs cadres qui sont de retour. Puis, on a un entraîneur qui est très, très motivé en Charles Dupéré qui a atteint le chapitre des 150 victoires dans le circuit la saison passée. Donc, on devra se resserrer. On a un capitaine qui est aussi de retour en Jacob Chicoine, potentiellement un des meilleurs arrières du circuit. Donc, les éléments clés sont là du côté des Nordiques pour avoir une excellente saison, mais on va devoir resserrer au niveau défensif parce qu'on en marque beaucoup, mais on en concède beaucoup aussi. Et il y a aussi des éléments qu'il faut noter là, du côté de Lionel Groulx. C'est une équipe qui est très physique sur la glace, dérangeante, et par moments, les émotions peuvent déborder comme pour n'importe quelle équipe. Mais du côté de Lionel Groulx, il faudra miser sur la discipline dans les matchs. Je sais que ça semble être un cliché, mais c'est la réalité. Il faudra éviter le banc des pénalités parce que ça peut faire mal à n'importe quel moment, contre n'importe quelle équipe. Et je pense qu'avec un entraîneur-chef comme Charles Dupéré, qui gagne en expérience, qui a malheureusement perdu la finale en 2018, mais qui vraiment, là, comment dirais-je, est un entraîneur qui est passionné. C'est un entraîneur qui est passionné et qui va vouloir faire les choses de la bonne manière avec son équipe cette année. Pas qu'il ne le faisait pas l'année passée, mais je pense que ça va être très intéressant du côté de Lionel Groulx. Et j'ai bien hâte de voir comment le personnel d'entraîneur là, du côté de Lionel avec Charles Dupéré, Kevin Brodeur et Sandrine Danfous vont mener cette équipe-là cette année. Les attentes vont être élevées du côté des Nordiques, ça c'est clair. La Flèche maintenant. La Flèche qui a fini 5e l'an passé, qui a gagné sa première ronde. À ce moment-là, c'était contre Saint-Hyacinthe, mais qui a affronté au deuxième tour les éventuels champions qui étaient dans une forme splendide à ce moment-là et probablement jusqu'à un certain point dans une classe à part au printemps passé, les Patriotes du Cégep Saint-Laurent. Mais avant d'aller aux Patriotes, les Dragons du Collège de la Flèche, est-ce qu'ils en étaient à leur sommet l'an passé? Est-ce qu'on peut les voir encore se battre pour espérer grimper la coche de plus? Où en sont-ils? Tristan, je te laisse commencer sur la Flèche. Je pense que du côté des Dragons, ça va être un peu plus difficile cette année.
Malheureusement, bon, c'est la réalité du hockey collégial. Il y a des joueurs finissant n'importe où. Et du côté de la Flèche, là, Vincent Dumont qui perd son meilleur pointeur de l'année passée en Félix Demers. Il peut toutefois compter sur des Marek Doucet, notamment, qui revient, Zachary Thibault qui revient, les jumeaux des chaînes là, à la ligne bleue, qui peuvent être là, des joueurs dérangeants pour l'adversaire. Et je pense que ça va être un peu difficile, mais ça va être une équipe là, qui va surtout miser sur sa structure défensive. Vincent Dumont, c'est un entraîneur qui est très structuré, qui est précis avec ses joueurs. Et je pense que ça va être ça qui va être intéressant. Ils ont tout de même été chercher des joueurs qui vont les aider, notamment Alexis Cournoyer, gardien de but là, qui était dans un camp d'entraînement de la JMQ, qui a été échangé et qui a été réassigné au Dragon du Collège de la Flèche. On parle également là, d'Isaac Lacerte, qui jouait du côté des Estacades l'année passée dans le M18 3A. Et ils ont été chercher Elliot Boissonneau, qui a décidé de retourner dans sa région natale, lui qui jouait du côté d'André Laurando, et qui sera un joueur intéressant, qui a connu une très belle saison l'année passée du côté d'André Laurando. Elliot, c'est un défenseur polyvalent, capable de bien jouer offensivement, capable de bien jouer défensivement. C'est un joueur qui va cadrer dans le moule de ce que veut Vincent Dumont. Et les Dragons, c'est une équipe qui ont toujours un bon bassin de joueurs autour d'eux. Sauf qu'il y en a toujours qui vont monter dans la JMQ. Donc, il faut qu'ils trouvent le moyen d'aller chercher des joueurs d'un peu partout. La réalité, n'importe où, ceci dit. Mais je pense que ça va être intéressant. Et malheureusement, ils ont perdu un défenseur, Antoine Darcy, qui était un des très bons défenseurs de cette formation-là, là, qui s'en va jouer au niveau junior A dans l'Ontario. Mais ils ont été chercher des joueurs intéressants quand même. Là, Gabriel Génina, qui a toujours évolué ou environ dans la structure là, du côté de la Mauricie. C'est un joueur de calibre collégial. Il va être un bon élément. C'est un des joueurs là, que Vincent Dumont m'a mentionné là, qui pourrait être intéressant pour son équipe cette année. On avait un excellent noyau du côté de la Flèche avec cette équipe-là qui avait été finaliste en 2021-2022. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut encore s'appuyer sur un groupe de joueurs qui proviennent de la structure des Estacades. Tu l'as très bien mentionné, Tristan. Je pense que c'est une structure qui a une belle relation avec les Dragons du Collège de la Flèche. On ne cesse de produire des joueurs au niveau collégial, puis par la suite de les voir perdre malheureusement. Demers, qui a, selon moi, été un des meilleurs joueurs la saison passée dans le circuit. C'est dommage, mais on va pouvoir s'appuyer sur des joueurs qui arrivent dans le programme. Je pense qu'il y a une belle tradition du côté de la Flèche. On voit qu'il y a une belle communauté qui est alentour des Dragons. Mais la mauvaise nouvelle, je pense que c'est qu'on va perdre ce groupe de qualité-là, mais on va pouvoir tout de même s'appuyer sur des joueurs qui vont vouloir développer aussi d'une certaine façon la culture qu'on bâtit à la Flèche. Parce que ils n'ont pas gagné en 2021-2022, ils n'ont pas gagné la saison passée. Donc, on va certainement vouloir rebâtir sur un nouveau cycle, mais on va pouvoir s'appuyer sur des joueurs de qualité. Puis le gardien, Étienne Gélina, oui, c'est un vétéran. Oui. Il avait peut-être été pas le gardien partant là, dans les matchs clés, mais on peut s'appuyer sur un gardien qui a de l'expérience. Puis Vincent Dumont était un des meilleurs entraîneurs-chefs aussi dans cette série. Donc, j'ai pas peur du côté de la Flèche à ce niveau-là. Je pense qu'ils vont être bien préparés soir après soir. Mais au niveau des résultats, ça va être un peu plus compliqué que dans les dernières années. Il ne faut pas l'oublier aussi, Vincent Dumont, c'est un entraîneur qui est apprécié par ses pairs à travers la Ligue. Ce n'est pas un entraîneur qui se prend pour un autre ou qui, décide d'avoir un mauvais esprit sportif. Je ne dis pas que c'est le cas ailleurs dans le football, mais des fois, les émotions peuvent faire que n'importe quel être humain sur cette terre peut avoir la goutte qui déborde le vase. Mais bref, Vincent, c'est un entraîneur qui est apprécié par ses pairs. Puis je pense que c'est important de le mentionner aussi là, du côté de la Flèche. Ils ont toujours été en mesure de bâtir des bonnes équipes. Depuis que Vincent est là, il a été en mesure d'amener cette équipe-là à un autre niveau. Et j'ai bien hâte de suivre son équipe cette année là, dans la Ligue collégiale. Encore une fois, très intéressant. Puis je rajouterais par rapport à cette... si on veut, cette synergie qui se passe dans la région de Trois-Rivières avec le programme des Estacades.
On a vu que l'UQTR cet hiver ou ce printemps a annoncé justement là, qu'il allait renforcer la structure au niveau des liens entre les estacades et le programme universitaire des Patriotes de l'UQTR. Donc, d'avoir peut-être justement les Dragons du Collège de la Flèche inclus dans tout ça, peut-être qu'on pourrait avoir non seulement une synergie d'un côté, mais on pourrait peut-être avoir un écosystème complet où est-ce qu'à ce moment-là, même au niveau universitaire, il y aurait peut-être des choses à aller faire. Pas nécessairement qu'on va être capable d'envoyer nos joueurs directement là. Le hockey universitaire est encore fait de façon à ce qu'on puisse piger allègrement dans le junior majeur avant d'aller piger dans le collégial, ce qui est normal là, si les joueurs sont de plus haut niveau. Mais à ce moment-là, quand même, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau du coaching, au niveau d'un paquet d'éléments là, où est-ce qu'on peut continuer d'encadrer les jeunes puis offrir un écosystème vraiment intéressant. Donc, Trois-Rivières, on s'attend peut-être à ce que ce soit un peu plus difficile cette année. Là, c'est ce qu'on comprend de vos analyses. Mais je pense que ça va être une équipe qui saura quand même donner du trouble à l'adversaire. C'est le plus important, être capable d'être compétitif. Exact. Là, exact. Puis, c'est une équipe qui ne gagnera pas des matchs 6-5. Ça va être une équipe là, où est-ce que les matchs vont se finir 3-2, 2-1. Dans ce type de duel-là, il faut s'attendre là, du côté des Dragons. Prochaine équipe, et là, on entre dans le vif du sujet parce qu'on est rendu dans le top 4 de l'année passée. Et parce qu'ils ont terminé 4e au classement, je commence par eux pour finir le top 4, mais ça reste l'équipe championne en titre. Franchement, une équipe qui a fini la saison de manière formidable l'an passé, mais qui perd des très, très gros morceaux. À commencer par la gardienne Eve Gascon, qui est rendue au niveau universitaire dans la NCAA aux États-Unis, qui, elle, va jouer avec les femmes pour la première fois. Elle va jouer dans une équipe féminine. Ce qu'elle a fait au niveau collégial masculin, franchement, du très, très bon boulot l'an passé. Mais Carl-Anthony Masse aussi, qui est le joueur par excellence de cette équipe-là l'année passée, sans contredit, qui quitte. Lui a réussi à faire la formation des Remparts de Québec, mais on a le retour d'Antoine Gagnon comme joueur de 20 ans. Denzel, je te laisse partir de là puis nous raconter ce que les Patriotes sont peut-être capables de faire cette année. Beaucoup de départs du côté des Patriotes. On parle d'Eve Gascon, on parle aussi de Guillaume Robidoux, Alexandre Lausier, Sacha Trudel, Hugolin Marcon, Mathieu Lombardo. On sait comment il était en mesure de venir, je ne sais pas comment le mentionner, mais booster son équipe en fin de saison. Là. Ça a été quelque chose. Michael Gagné aussi. Donc, on a plusieurs départs, mais je pense que s'il y a une équipe qui peut être capable d'accepter autant de départs, c'est les Patriotes avec le recrutement qu'ils ont fait. Je pense qu'on n'a pas peur du côté des Patriotes qu'on peut tenter d'aller chercher chaque match à chaque soir parce que le recrutement qu'ils ont fait, je pense que ça a été le meilleur dans la ligue. On va pouvoir s'appuyer sur 2 gardiens en provenance du circuit M18-3, Samuel Lamarche et Samuel Carreras. C'est 2 excellents gardiens. On a le retour de 3 vétérans aussi de 20 ans, Antoine Gagnon, qui évolue un peu dans l'ombre de Lombardo et Massé, mais encore là, il a quand même réussi à aller chercher un bon nombre de points durant la saison passée. Puis on a des joueurs de profondeur qui seront de retour, Simon Chartrand, Danick Latour. Puis au niveau des recrues, il y a des recrues qui, selon moi, vont avoir une excellente saison. Je pense notamment à William Cossette. Je l'ai vu évoluer l'année passée avec le Rousseau Royal de Laval-Montréal. C'est un joueur qui, selon moi, est un des joueurs les plus intelligents sur la glace. Il est un excellent passeur. Il va être en mesure de trouver ses attaquants. Donc, au niveau de l'offensive des Patriotes, je n'ai pas peur. Puis à la défensive, on a fait des belles trouvailles. Je pense notamment à Ellie Warren, un défenseur format géant qui va certainement faire peur à beaucoup d'attaquants adverses. Donc, du côté des Patriotes, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on a des départs, mais les arrivées, selon moi, sont encore en mesure d'amener les Patriotes à finir dans le haut du classement parce qu'on va avoir une équipe qui va vouloir se battre. Puis avec un Tim Archambault qui est motivé par ce championnat, on va vouloir reproduire ces mêmes résultats cette année. Et du côté des Patriotes, il ne faut pas oublier non plus là, les arrivées de Thierry Laliberté, Maxence côté Bergeron, Nathan Carouters. C'est 3 joueurs là, de très bon calibre. J'avais vu jouer Guéron et Maxence côté Bergeron là, du côté de la LH M18-3A du Québec là, avec les Grenadiers de Châteauguay. 2 très bons joueurs de hockey. Il ne faut pas oublier non plus Louis-Charles Cunningham,
qui se retrouve avec les Patriotes. Il y a 2 ans, je l'ai vu aller avec les Lions du Lac-Saint-Louis dans le M18 3A. Et déjà là, à son année de secondaire 4, là, je pouvais voir un certain potentiel à exploiter du côté de ce joueur-là. C'était un joueur qui vraiment là, a des bonnes habiletés offensives. Et l'année passée, bien, il s'est retrouvé du côté des Dragons du Collège Sainte-Anne et il a fini au sommet du classement des pointeurs du M18 Division 1 l'année passée. Notamment là, avec, si je ne me trompe pas, 53 points en 28 matchs l'année passée, 23 buts, 30 passes. Ce n'est pas peu dire. Et du côté des gardiens, il faudra surveiller la situation de Samuel Lamarche parce que l'année passée, pour Samuel, ce fut une année difficile pour lui du côté des riverains du Collège Charlemagne. Bon, oui, ça avait été difficile pour les riverains en général l'année passée, mais ça avait été difficile aussi pour Samuel. Et j'ai hâte de voir comment il va rebondir de cette année-là. Ça va être ça l'élément clé là, du côté de Saint-Laurent. Je pense que si Samuel Lamarche peut revenir en force, peut être en mesure là, un changement d'heure, ça peut peut-être l'aider aussi à ce niveau-là. Donc, je pense que ça peut être intéressant là, du côté de Saint-Laurent, du côté de Lamarche. Mais j'ai quand même certains questionnements sur comment il va performer en sachant la situation de l'année passée qui fut difficile du côté des riverains. Ceci dit, ça n'enlève rien de son talent et de sa personnalité. Et je pense qu'il va être en mesure là, de se faire une place du côté des Patriotes. Mais j'ai hâte de voir comment il va performer là, du côté de Saint-Laurent. Mais une chose est certaine, Saint-Laurent de la profondeur a des joueurs intéressants. Et j'ai bien hâte de voir la suite des choses et surtout comment la rivalité André Laurando-Saint-Laurent va se poursuivre cette année. Une rivalité qui date depuis la journée 1 de la Ligue collégiale en 2009. Effectivement, ça, il n'y a pas, pas besoin de suivre ça avec grande attention pour savoir, effectivement, pour avoir entendu parler de la rivalité entre André Laurando et Saint-Laurent. Puis c'est intéressant, tu parlais aussi de la rivalité avec Sorel. Ça reste 3 équipes qui risquent d'être dans la bataille, du moins pour les en tout cas, dans le haut du classement. Fait que ça va être très intéressant de suivre ça, malgré le fait que Saint-Laurent, effectivement, plusieurs jeunes, le talent est au rendez-vous. Il y a aussi les Nordiques de Lionel Groux dans cette rivalité-là. Oui. Vraiment, là, du côté d'André Laurando et de Lionel Groux, la rivalité s'est surtout accentuée lors de la finale 2018 gagnée par le Boomerang. Une finale qui avait été vraiment très émotive pour les 2 équipes. Mais ceci dit, la bataille là, entre André Laurando et les Patriotes, c'est rendu que les joueurs se parlent entre eux de cette rivalité-là. Bon, je sais que c'est Robert Charland qui avait amorcé ce nom-là de la rivalité, mais moi, je le poursuis à chaque fois que je fais de la web diffusion des matchs. C'est cette fameuse bataille de l'A15. Ben on voilà. l'appelle comme ça. Ben oui. Et c'est comme la bataille de l'A20, c'est comme la bataille de la 117, bref. Sauf que l'avantage de cette bataille-là, tu n'as pas besoin de trop d'arbitres, étant donné qu'il y a tellement de trafic entre les 2 écoles pour se rendre sur des carrés que ça a le temps de calmer tout le monde, le temps de se rendre sur la glace. Je fais des blagues, évidemment, mais pour le trafic, c'est parfaitement vrai, ceux qui... c'est à longueur de journée. Là, par contre, je veux qu'on passe à une autre équipe, l'autre finaliste, en fait, parce que si 1, 2, 3, 4 sont allés en demi-finale, ben c'est 3, 4 qui sont allés en finale. Et là, je parle des Janois d'Alma, l'équipe défensive numéro 1 de la Ligue l'an passé. Oui, offensivement, on avait notamment un Tommy Deblois. Par contre, là, cette année, j'ai hâte de voir ce que Alma va faire. Alma, depuis 2 ans, est vraiment une grande puissance dans cette ligue-là, justement à cause de son jeu défensif extrêmement solide. Qu'est-ce qu'on va être capable de faire? Je sais que Justin Larkin quitte, mais je veux voir là, ce qu'on est capable de faire, notamment avec, quand je pense au gardien Olivier Frenette, qui l'année passée était présent et a connu une superbe saison. Mais du côté des Janois, ça risque d'être un peu plus difficile cette année, en sachant que l'année passée, il y avait beaucoup de vétérans, beaucoup de finissants, beaucoup de joueurs là, qui en étaient à leur année de 20 ans et qui avaient fini là, leur technique policière. Mais du côté d'Alma, j'ai parlé avec Pascal Hudon dans les dernières heures et il me disait justement que
son équipe ne misera pas sur un joueur vedette. Ça va être vraiment sur la collectivité. Il a 6 vétérans sur qui il va compter. Nathan Maltais, Thomas Boudreau-Miller, Olivier Frenette, Olivier Talbot, Samuel Vigneault et Olivier Flageol. Ça va être ces 6 joueurs-là, les vétérans de cette formation-là. Le reste, ça va être vraiment des recrues qui vont arriver. Ils ont environ une quinzaine de joueurs de 17 ans qui vont arriver dans cette formation-là. Donc, je pense que du côté des Janois, ce qui va être important du côté de la formation de Pascal Hudon, c'est vraiment de bâtir sur ce qui a été déjà fait. Depuis les 4-5 dernières années, les Janois vraiment présentent une équipe qui est toujours difficile à affronter, qui a vraiment bâti une certaine culture dans la communauté d'Alma, dans la communauté du Saguenay, et ça sera important du côté des Janois, vraiment là, de perpétuer tout ce qu'ils ont déjà fait. Reste à voir maintenant comment les jeunes joueurs vont s'inclure dans le lot et qui vont se greffer au sein de ce groupe et de cette équipe. Oui, les Janois qui avaient vraiment été une puissance là, dans les 2 dernières années, ils avaient été en mesure d'aller chercher des résultats intéressants, mais de les voir avec seulement 6 vétérans cette année, ça va être un grand test là, du côté de Pascal Hudon. On va devoir régénérer ce nouveau cycle. C'est un peu de la même façon que je le vois du côté de l'Outaouais. On amène des joueurs qui sont intéressants, des recrues, comme tu l'as mentionné, Tristan, c'est pour moins de 15 joueurs. Donc, on va pouvoir bâtir sur un noyau de joueurs qui arrive en même temps. Donc, à long terme, je pense que c'est au niveau du processus qu'on va vouloir ambitionner du côté du Collège d'Allemand, non pas dans les résultats, mais dans la manière dont on va se présenter. Mais une chose est sûre, c'est que la communauté va être là pour les supporter du côté des Janois. Je pense que aller jouer à Alma, aller remporter un match, c'est très, très difficile. Il y a peu d'équipes qui ont été en mesure de le faire la saison passée. Donc, ça sera aux Janois vraiment d'utiliser les forces qu'ils ont en place parce que oui, l'année passée, on pouvait s'appuyer sur un premier trio qui était très, très dangereux. Mais maintenant, ça sera de faire des efforts collectifs. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a Olivier Frenette qui est de retour. Ça a été la sensation là, du côté d'Allemand. Ouais. Il avait vraiment muselé les filons. Je pense notamment en ce match numéro 5 qui avait été joué à Thetford. Là, il avait été impeccable. Donc maintenant, ça sera à lui de transporter son équipe pendant une saison. Puis aux vétérans de vraiment mener sur ce jeune groupe à vouloir maintenant aller chercher des résultats pour continuer cette belle tradition qu'on a du côté des Janois. Et s'il y a un entraîneur-chef qui en a vu des cycles, c'est Pascal Hudon. Et c'est un des entraîneurs avec le plus d'années d'ancienneté dans cette ligue-là. Il sait comment mener son équipe à bon port. Et je pense que ça va être très intéressant là, du côté d'Alma de voir comment cette équipe-là va se développer à long terme. Bien que ça va être difficile, je pense que cette équipe-là va avoir de l'apprentissage dans la prochaine année, mais c'est surtout une équipe qui mise sur son niveau d'éthique de travail, son niveau d'engagement. C'est vraiment là-dessus là, que Pascal Hudon mise au niveau de son équipe. Et ce n'est pas pour rien qu'il n'y a pas vraiment de joueurs considérés là, vedettes dans cette équipe-là. C'est vraiment une collectivité et c'est vraiment une équipe qui va miser là, sur la manière de bien travailler sur la patinoire et en dehors de la glace, évidemment. Filon de Thetford. Filon de Thetford qui, perdent leur gardien Bourdage. On en a parlé un peu plus tôt. Perdent leur gardien Bourdage. L'année passée, c'était une équipe qui était menée par un trio Aubert, Goulet et excusez-moi, Dufault, Mathis Dufault. Ouais. Donc, cette année, on s'attend à quoi? Est-ce qu'on va, parce que je pense que c'est encore une bonne équipe qu'on va avoir sur la glace à Thetford. Est-ce qu'elle peut encore être parmi ce groupe-là de tête, là, justement? À quel point on est rendu? Parce qu'on avait quand même, j'ai parlé de Bourdage qui est parti, mais il y a un certain Alexandre Bellemare aussi qui avait bien fait l'an passé. Fait qu'il faut voir là, quel sera l'impact là, du départ de Bourdage, justement, pour la troupe de Thetford. Et il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont perdu le gardien de but Alexandre Bellemare au cours de la saison morte, qui est rendu maintenant avec le Collège français là, dans la Ligue de hockey junior 3A. J'ai hâte de voir ça va être qui les deux gardiens de but et comment ils vont se débrouiller avec ce nouveau duo de gardiens de but. Mais une chose est certaine, ils ont des joueurs dérangeants sur la patinoire. Ils ont des joueurs qui reviennent
les 3 meilleurs pointeurs de l'équipe reviennent. C'est pas compliqué, là. Dufault, Aubert et Goulet reviennent cette année. C'est 3 joueurs dangereux et qui vont être en mesure de déranger l'adversaire. Et aussi, c'est tellement difficile de jouer à l'Arena Black Lake. C'est une petite arena et il n'y a pas beaucoup d'espace sur la glace de par le jeu physique que présentent les filons du cégep de Thetford. Vraiment, honnêtement, moi, je pense que ça va être une équipe qui va viser le sommet de la Ligue, là, avec André Laurando, Lionel Groux, Saint-Laurent. Ça va être les 4 équipes, là, ainsi que Sorel, la 5e équipe, qui vont vraiment se battre pour le haut du classement cette année. Du top 4 de l'année passée, je pense que les Filons sont l'équipe qui vont pouvoir compter sur le plus de vétérans. Donc, certainement, s'il y a une chose qu'on va vouloir atteindre, c'est aller chercher ce championnat du classement général. On a les éléments en place pour le faire. Puis, Tristan, tu l'as mentionné, comment c'est difficile d'aller jouer à Black Lake. J'en parlais justement avec des joueurs des Griffons de Cégep de l'Outaouais qui avaient affronté les Filons en séries éliminatoires, puis ils n'avaient jamais rencontré un environnement aussi hostile là, dans leur carrière de hockey. Parce que de voir des gradins qui sont remplis, c'est bruyant. Puis, tu sais, à chaque mise en échec, tu vas le savoir. Tu vas le savoir que c'est difficile d'aller jouer à Thetford. Mais le fait de perdre leurs 2 gardiens, je pense que Bellemare aurait été une très bonne police d'assurance en l'absence de Bourdage. Il a même participé au camp des Olympiques de Gatineau cette année. Mais de voir ce trio-là qui va être de retour, je ne sais pas qui va pouvoir les arrêter dans le circuit parce que déjà que l'année passée, il faisait la pluie et le beau temps. J'ai déjà peur pour cette année parce qu'ils vont pouvoir, selon moi, peut-être atteindre des sommets qu'on n'a jamais vus parce que c'est les 3 vétérans qui sont de retour. Ils seront réunis encore une fois. Donc, ça sera à Martin Bernard là, de vraiment les mettre dans les bonnes conditions parce que je ne vois pas grand monde arrêter les Filons cette année, même si il y a d'autres équipes qui sont bien lancées. Je pense que du côté de Thetford, on a la formation des plus complètes. Et c'est un excellent personnel du côté de Thetford, là, mené d'en haut là, par Alain Rajotte avec Martin Bernard et Stéphane Fizet. Là. Beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances et vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner du côté de Thetford. Et c'est vraiment là, ça va être l'équipe, je pense, favorite pour peut-être le sommet du classement, mais ceci dit, il y a d'autres équipes là, qui vont être en mesure quand même là, de leur donner du fil à retordre. Je pense qu'André Laurando sera en mesure de donner du fil à retordre au Filon. Je pense que les Nordiques seront capables de le faire également. Les Rebelles aussi. Donc, je pense que ça va être et Saint-Laurent également. Donc, je pense que ça va être une lutte très serrée, là, peut-être jusqu'à la fin de la saison même. Là. Très intéressant. On termine tout ça en parlant de ceux qui ont terminé premier l'an passé, les Cougars de Champlain-Lennoxville. Eux, intéressants, Stéphane Lebeau a quitté et il est remplacé par celui qui était l'entraîneur-chef du hockey au niveau féminin des Gators de Bishops. Et là, bien évidemment, on a tout un renouveau là, qui se passe avec Champlain-Lennoxville cette année. C'est l'équipe qui a notamment perdu le plus de joueurs qui ont quitté vers le hockey junior majeur, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, soit 4 joueurs, Louis Gendron, Jean-Félix Lapointe, Julien Payet et le gardien Édouard Gauthier. À quoi s'attendre de cette formation-là qui, rappelons-le, a perdu en demi-finale au 3e match d'un 2-3 en prolongation contre Saint-Laurent, et c'était, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, Sacha Trudel, l'homme des grandes occasions de l'année passée, qui a marqué un autre but en prolongation, un de ses nombreux buts en prolongation dans les séries de l'année passée. Champlain-Lennoxville avait tout ce qu'il fallait pour l'emporter l'année passée. Bon, c'est pas arrivé, puis quand on dit que c'est pas arrivé, c'est pas parce que c'est un ratage complet, clairement pas. Là, quand on perd en prolongation dans un match ultime, bon, on peut dire qu'on a donné ce qu'on avait à donner, puis rendu là, c'est le 30 sous dans les airs pratiquement. Champlain-Lennoxville, on en est où? À quoi s'attendre de cette équipe-là, maintenant nouvellement dirigée par M. Desmarais? Donc, Denzel, vas-y. Ça a été une vive déception là, du côté des Cougars du Collège Champlain-Lennoxville l'année passée de perdre dans ce moment aussi charnière de leur développement. Je pense qu'on avait un groupe pour se rendre jusqu'au bout.
Puis tu l'as mentionné, on perd 4 joueurs qui s'en vont dans la LHJMQ, mais on perd aussi des joueurs comme Alex-Antoine Yargeau, qui a été l'un des joueurs les plus dangereux la saison passée. On perd aussi de l'excellent défenseur Charles Poirier, puis sans oublier Julien Payet, qui ne figurait pas parmi les 4 meilleurs pointeurs de sa formation l'année passée, mais il s'était blessé, il avait manqué la majeure partie de la saison. Donc, pour eux, on va avoir un effectif qui est très, très nouveau. On va avoir une équipe qui va être plus jeune. Est-ce qu'on va pouvoir avoir les mêmes résultats que l'année passée? J'en doute. On va certainement avoir moins de profondeur parce qu'on avait l'équipe qui pouvait marquer des buts sur chacun des trios. On avait un joueur sur le premier trio en Yargeau. On avait aussi le capitaine sur le deuxième trio, puis un joueur comme Clément sur la troisième ligne qui lui aussi est capable de marquer un bon nombre de buts. Ça va être maintenant au nouvel entraîneur-chef Dominique Desmarais de recruter des joueurs qui vont pouvoir avoir le même impact du côté de Lennoxville, mais on va pouvoir s'appuyer sur un bon gardien, Émile Pagé, qui évolue avec les élites de Jonquière l'année passée dans le N18 3A. Il a très bien fait, même si ça a été un peu plus compliqué du côté de Jonquière. Donc maintenant, du côté de Lennoxville, ça va être une équipe en transition. Hâte de voir où est-ce qu'ils vont se situer au classement, mais certainement, ça ne va pas être une équipe aussi dangereuse qu'on l'a connue dans les dernières années. Il ne faut pas oublier non plus que Dominique Desmarais a été l'entraîneur-chef des Cougars, mais au niveau féminin aussi. Oui. Donc, il connaît la culture de l'équipe des Cougars et je suis pas mal certain que Stéphane Lebeau et Dominique Desmarais se sont parlé pendant la saison morte pour tenter de préparer la relève de cette équipe-là. Mais c'est sûr et certain que ce ne sera pas une équipe qui va être dans le haut du classement, malheureusement, pour cette formation-là. Mais je pense tout de même que le bassin de joueurs du côté de l'Estrie ou des cantons de l'Est, appelez ça comme vous voulez, je pense que ça va être intéressant pour les Cougars. Ils perdent aussi Thierry Bernier et Charles Poirier, si je ne me trompe pas. 2 autres morceaux importants. Donc, je pense que du côté des Cougars, ça va être une équipe là, plus en transition cette année. Mais je pense que miser à long terme sera une bonne idée pour les Cougars. Ils ont tout pour faire en sorte que le long terme soit bon. Ils ont le personnel d'entraîneur pour ça. Ils ont les installations pour ça. Ils ont le bassin de joueurs pour ça. Les installations du côté des Cougars, c'est absolument fantastique. À l'Arena Jane et Eric Monson, c'est une belle communauté aussi qui va voir les matchs des Cougars du Collège Champlain-Lennoxville. Alors, je pense que ça va être intéressant à suivre, mais je ne pense pas là, qu'ils vont être dans le haut du classement, malheureusement. Mais ceci dit, ça ne les empêchera pas, dis-je, de donner de la bonne adversité quand même et un certain niveau de compétitivité à ses adversaires. Ça va être intéressant aussi de voir justement Dominique Desmarais qui va être capable d'instaurer tout ça. Tu l'as mentionné, un gars qui a déjà été, qui a déjà travaillé dans ce cégep-là, connaît le tabac de ce qui se passe là-bas. Je pense qu'on a perdu Denzel pour quelques minutes. Il va sûrement nous revenir. Mais ça n'empêche pas que, écoute, je pense que Dominique Desmarais, c'est une très, très bonne personne pour prendre en charge tout ça. C'est un gars dans le milieu du sport étudiant là, qui a fait ce qu'il avait à faire. Donc, en tout cas, il a ses lettres de noblesse. Il connaît ça. Il aime être dans le milieu du sport étudiant. Donc, c'est ça aussi là, qui est la réalité. Je sais qu'il a envie d'aller voir si éventuellement il y a une place qui pourrait s'ouvrir pour lui vers le junior majeur. Donc, ça, je le sais que ça fait partie de ses intérêts. Maintenant, ça ne l'empêchera pas de bâtir ce qu'il a besoin de bâtir là, au niveau des Cougars de Champlain-Lennoxville. Bon, on a retrouvé Denzel juste au bon moment pour conclure tout ça. On a des problèmes de batterie. C'est ça quand on parle longtemps et qu'on a plein de bonnes choses à dire. Des fois, la technologie est plus capable de nous suivre. Pas de problème. Denzel, on t'a récupéré, on est correct? Tout est sous contrôle? Tout est sous contrôle. Excellent. Donc, on termine ça. Je pense qu'on l'a mentionné à quelques reprises, qui on voit comme les 4-5 équipes qu'on s'attend à voir au sommet du classement.
Évidemment, ça va être à suivre. C'est un processus. Il y a des équipes qui partent plus faiblement, qui en plein milieu de la saison se mettent à décoller. On aura la chance de tout suivre ça jusqu'au mois de mars prochain. Rendez-vous à chaque semaine où est-ce qu'on va pouvoir se parler, justement, faire le tour des affrontements les plus marquants de la semaine. À chaque fois, on va se faire une émission. Je pense que c'est un rendez-vous pour tout fan de hockey collégial ou tout fan de hockey point qui va se mettre à apprendre ou à connaître le hockey collégial avec Denzel et Tristan. D'abord, je veux vous remercier d'avoir pris tout le temps de faire ça avec moi aujourd'hui au profit des gens qui nous écoutent. Je peux juste maintenant vous souhaiter une bonne saison et je vais terminer en donnant la parole à chacun. Premier match de la saison pour André Laurando. Tristan, on affronte déjà un gros club. Oui, exact. Ça va être un gros duel là, cette fin de semaine, dimanche à l'Arena Black Lake contre les Filons du Cégep de Thetford Mines. J'ai bien hâte de suivre ce match-là. Et la semaine d'après, 2 équipes rivales pour amorcer la saison. André Laurando qui rendra visite là, aux champions défendants, les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent la semaine prochaine, vendredi, pour leur match d'ouverture. Et le lendemain, eh bien, ça va être match d'ouverture des Rebelles du Cégep de Sorel-Tracy, mais à l'Arena, Gadebois, évidemment, là, les Rebelles qui seront les visiteurs ici le 16. Donc, vraiment un gros début de saison à s'entendre du côté d'André Laurando. 3 gros adversaires dès le départ. Puis je pense qu'il n'y a rien de mieux que de mesurer l'adversité dès le début de la saison pour par la suite s'ajuster et essayer de voir qu'est-ce qui peut être bien fait ou qu'est-ce qu'il faut continuer à bien faire, évidemment. Excellent. Outaouais, eux autres vont commencer. C'est samedi le 16, en fait, en recevant une autre équipe qui a été identifiée comme un potentiel, une potentielle puissance dans cette ligue-là, les Nordiques du Collège Lionel Groulx. Exactement, un très très bon test pour débuter la saison là, du côté de l'Outaouais. Ça va déjà être le premier match de Mathis Fortin face à son ancienne équipe. Est-ce qu'il voudra hanter ses anciens coéquipiers? C'est la question qui est sur la langue de tout le monde en Outaouais maintenant. Je pense que ça va être un excellent test pour l'équipe au complet. Un nouveau groupe, une nouvelle ère du côté de l'Outaouais. Donc, d'affronter une équipe de Lionel Groulx qui a beaucoup de maturité, je pense que ça va être un excellent test pour débuter la saison. Et pourquoi pas aller remporter un premier match à domicile dans cette ouverture locale. Excellent. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler parce que la semaine prochaine, en fait, en fin de semaine, on a un seul match, celui dont Tristan nous a parlé, et ça commence la semaine prochaine pour le reste de la Ligue. Donc, la semaine prochaine, c'est pas une mise de table pour la saison complète, mais juste regarder les premiers duels de la saison. Puis, évidemment, on va revenir sur le match Boomerang-Filon. Merci encore, messieurs. Un super beau tour de table. Si quelqu'un n'aime pas ça, je ne sais pas ce que ça lui prend. Si les gens aiment ça, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, puis dites à tout le monde de regarder ça. Je pense que c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Chaque semaine, on va avoir ça. Et mais cette semaine, on est avec Denzel et Tristan. Mais à partir de la semaine prochaine, on va également avoir notre volet de hockey féminin comme on avait l'année passée avec Léa McIntyre. Manquez pas ça. Donc, d'ici là, je vous salue et je vous remercie encore une fois. Merci d'être là. Salut tout le monde.